à l'Afterwork au féminin. Donc, le thème du jour que je rappelle, c'est les cancers gynécologiques. Et nous sommes avec Dr Doumbia pour vraiment discuter de tout ça. S'il y a des témoignages, s'il y a des questions, ben, n'hésitez pas. Faites comme chez vous. Docteur, on vous écoute pour D'accord. Donc, pour finir, je vais encore parler un petit peu de la vaccination. En France, on a une couverture vaccinale de 15% pour le papillomavirus. Ça, c'était une étude qui a été faite avant la COVID. Et je pense qu'après la COVID, cette couverture vaccinale a aussi fortement baissé. C'est dû aux a priori, aux idées que les gens se sont fait sur les vaccins et tout ça. Et on est à 15% en France. Donc la France n'est pas une très bonne élève de ce côté-là. C'est le pays où on se fait le moins vacciner en Europe contre le papillomavirus. Ce qui fait qu'on a encore quelques cas de cancer du col en France. Quelques cas de cancer du col en France, on en a toujours. Alors que dans certains pays comme l'Angleterre, où ils sont à 88% de couverture vaccinale, 88%, c'est énorme. C'est-à-dire que presque toutes les femmes là-bas sont vaccinées contre le papillomavirus. En France, on est à 15%. Donc, dans les pays comme l'Angleterre, on voit presque plus le cancer du col. Le cancer du col, c'est devenu comme la poliomyélite dans nos pays, quoi. On voit presque plus. Le Portugal aussi, ils sont à 87% de taux de vaccination. L'Espagne, 73%. L'Italie, 71%. Voilà. Je pense qu'en Afrique, nous sommes à 0,1% ou un truc, je ne sais pas. Je pense que la vaccination ne se fait pas trop là-bas. Donc voilà, donc faites-vous vacciner contre le papillomavirus, celles qui en ont la possibilité. Et faites-vous, la vaccination n'exclut pas aussi le dépistage. Faites-vous dépister. Et le cancer du col, quand il est dépisté tôt, il se traite très bien. Il suffit juste d'enlever un bout du col et c'est réglé. Et l'âge moyen du cancer du col, c'est 52 ans. C'est 52 ans l'âge moyen du cancer du col, alors que j'avais dit tantôt l'âge moyen du cancer de l'endomètre, c'est 68 ans. D'accord? L'âge moyen, 68 ans pour le cancer de l'endomètre et 52 ans pour le cancer du col. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur ça. Ou si j'ai autre chose à ajouter par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une question, docteur. Concernant le frottis, en fait, il est conseillé de le faire chaque année ou bien si tu as déjà fait, si tu as fait 1 an, ensuite tu as fait la deuxième année. Le frottis, déjà, à partir de 25 ans, il faut commencer. D'accord. 25 ans, il faut commencer. Tu fais ton premier frottis à 25 ans. 1 an après, tu refais le frottis, s'il est normal, bien sûr. D'accord? 1 an après, tu refais le frottis, il est normal. Donc, 25 ans, 26 ans. Et après, tu le refais 3 ans après, c'est-à-dire à 29 ans. Okay. D'accord? 29 ans. Et après 29 ans, tu comptes 3 ans, 1, 2, 3, là, tu es à 31 ans, à peu près. Et en ce moment, tu ne fais plus le frottis, mais tu fais le test HPV. On va chercher directement l'HPV. Donc, entre 25 et 30 ans, c'est le frottis. Et à partir de 30 ans jusqu'à 65 ans, c'est le test HPV. Pourquoi on s'arrête à 65 ans? Parce que si à 65 ans, tu as un test HPV qui est négatif, un frottis qui est normal et tout ça, le temps que tu rencontres l'HPV et que l'HPV, au pire des cas, dans 2-3 ans, donne une lésion précancéreuse. Et cette lésion précancéreuse aussi va évoluer pour donner le cancer in situ, le tout petit cancer, quoi. Le cancer in situ au bout de 10-15 ans. Donc, on se retrouve à peu près à 80-85 ans. Au pire des cas, tu dois faire un cancer avec un test HPV négatif à 65 ans.
Du coup, ben, les autorités sanitaires, notamment la Haute Autorité de Santé, le Collège national des gynécologues en France, de commun accord, se sont dit ben, à partir de 65 ans, c'est plus la peine de faire le dépistage. Ok. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, pour le moment, ça va. Ok. Et là, on va peut-être aborder le cancer du sein. D'accord. Alors, le cancer du sein, c'est le premier cancer de la femme dans le monde. C'est le cancer de la femme qui tue beaucoup, qui fait beaucoup de ravages. Le problème du cancer du col, c'est que du cancer du sein, on peut le dépister, mais on ne peut pas le prévenir, en fait. C'est ça son problème. C'est pour ça que l'incidence, le taux du cancer du sein ne diminue pas, mais la mortalité diminue. Contrairement au cancer du col où on a le taux qui diminue et la mortalité qui diminue parce que ce cancer, on peut le prévenir. Voyez un petit peu. Le cancer, il y a des cas, il y a des situations aussi où on peut prévenir le cancer du sein en faisant des mastectomies préventives. Ça, c'est des cas où il y a des mutations de gènes qui pourraient exposer au cancer. Mais là, c'est des tests génétiques qui sont faits et on dépiste des femmes qui sont un peu plus susceptibles ou un peu plus vulnérables au cancer et on décide de leur enlever le sein, les ovaires et tout ça. Ça arrive. Mais le cancer du sein, lorsqu'on le dépiste, parfois c'est un peu tard, surtout dans nos pays où le seul moyen dont nous disposons, c'est l'autopalpation. Tu fais l'autopalpation, tu tombes sur une masse qui fait peut-être 2 cm, 3 cm. Je peux te dire que cette masse, si c'est un cancer, ça a déjà laissé des métastases. Ça a déjà laissé des métastases. Contrairement aux pays développés où, à partir de 50 ans, on fait une mammographie de dépistage. À partir de 50 ans, toutes les femmes ont droit à une mammographie toutes les 2 ans, jusqu'à 75 ans, je crois pas. Oui, J'ai une question, docteur. J'ai une question. Oui. En fait, pourquoi à partir de 50 ans, pourquoi on ne peut pas le faire plus tôt? Moi, je sais que c'est que la palpation des seins que quand on va voir la gynéco, mais quand on va le médecin généraliste, moi, à chaque fois que je vais voir ma gynéco, c'est ce qu'elle fait en fait pour voir si tout va, pour un check-up, pour voir si tout va bien. Mais pourquoi pour la mammographie, on le fait à partir de 50 ans? 50 ans parce que ça a été prouvé que l'âge moyen du cancer du sein se situe à ces alentours-là. D'accord? Et il faut aussi éviter de trop irradier le sein, c'est-à-dire il faut éviter de trop faire de la mammographie parce que ça pourrait avoir des effets contraires. Parce que trop de mammographie aussi peut exposer au cancer du sein. Ok, Johanna. Voilà. Sauf dans des situations un peu particulières où peut-être il y a des antécédents de cancer du sein dans la famille, à un âge très précoce, par exemple avant 30 ans. Et là, il y a ces catégories de femmes font l'objet d'un suivi un peu plus rigoureux parce que ce sont des femmes à risque de faire le cancer du sein. Et pour aller plus loin, il y a même des consultations oncogénétiques qu'on peut faire pour essayer de dépister des gènes qui peuvent exposer certaines femmes au cancer du sein. Et ça se décide au vu de l'antécédent de la patiente. Par exemple, si elle a dans ses antécédents, sa maman a fait un cancer du sein à un âge très très jeune, un cancer sévère et tout ça, oui, ça mérite une consultation oncogénétique. Et cette consultation, ça consiste à quoi? C'est que vous allez voir l'oncogénéticien qui vous examine et qui vous demande des bilans. Et à l'issue de ces bilans, il vous place dans une catégorie donnée, genre à risque de faire le cancer du sein, pas que le cancer du sein, même le cancer de l'ovaire et tout ça.
non à risque et tout ça, et on adapte le suivi en fonction de ce résultat. Ok. Johanna, vous avez une question? Vous pouvez Donc, parler. Oui, en fait, par rapport Pardon. En fait, au niveau des examens médicaux, alors moi, je fais partie des gens surveillés, entre autres, pour les cancers du sein et donc avec des antécédents. Par contre, vous avez évoqué le fait que les examens à outrance, notamment la mammographie, sont préconisés lorsque ça peut causer l'effet inverse. Et on a la sensation parfois que on systématise la mammographie alors qu'il y a d'autres examens qui peuvent aider. Moi, en l'occurrence, jusque-là, j'avais un suivi sur des échographies mammaires, par exemple. Et dans certains centres médicaux, je ne vais pas dire que c'est partout, mais juste pour se rassurer, les radiologues demandent à faire passer à l'échographie mammaire, ce qui en plus n'est pas un examen super agréable, je précise. Oui, alors il faut savoir que l'échographie et la mammographie sont des examens parfois qui se complètent. Je sais que plus le sein est dense, mieux on voit à l'échographie. D'accord? Ok. Et moins le sein est dense, mieux la mammographie est indiquée. Il y a des cas où les deux examens se complètent, au fait. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui. Alors, j'entends bien. Après, je pense que vous avez parlé de l'autopalpation pour quand on arrive aux 30 ans. Ce serait bien que, du coup, ça soit plus généralisé, les démonstrations d'autopalpation. Parce que, hormis au moment où on va chez le gynécologue, je ne pense pas que tout le monde soit à même de faire une autopalpation. Autopalpation, oui. Parce que je suis assez ouverte sur le sujet. Moi, j'ai des adénofibromes, donc je suis suivie depuis un moment pour ça. Donc, comment faire la distinction entre une masse qui comporte une tumeur et l'autre, celle qui ne l'est pas. Voilà. Oui, c'est sûr que il y a des masses infracliniques, c'est-à-dire des masses qu'on ne voit pas ou des lésions qu'on ne voit pas à la palpation. Quand vous faites une palpation et que vous sentez vraiment une masse, c'est que cette masse, elle fait peut-être au moins 2-3 cm. Il y a des cas où on peut et encore qu'il faut être vraiment entraîné. Et une masse, un cancer du sein qui fait déjà 2-3 cm, je peux vous dire que, je ne dis pas que c'est tard, mais ça aura fait des dégâts. D'accord? Donc, le but de la mammographie et de l'écho, c'est à partir de 50 ans, c'est de retrouver ces masses qui sont infracliniques, au fait. C'est-à-dire ces lésions qu'on ne voit pas forcément à l'examen clinique. Une lésion de quelques millimètres, tu ne peux pas le voir en palpant tes seins, surtout quand tu as les seins un peu denses, c'est pas possible. 50 ans, vous dites 50 ans, je trouve que c'est un peu tard. Dans l'entourage que j'ai, il y a des personnes... Non, j'ai dit... Ce sont les préconisations. Je suis d'accord. C'est les recommandations. Mais j'ai dit aujourd'hui, on s'aperçoit, surtout chez les femmes afro, je vais préciser mon propos, surtout chez les femmes afro, il y a quand même le cancer du sein, ce sont des femmes de plus en plus jeunes qui sont atteintes de cancer. Donc, je pense qu'il y a eu un travail de prévention, de communication à avoir. Johanna, attends, je ne sais pas pour te couper la parole, mais je ne sais pas si tu m'avais suivi tantôt, mais je disais que le dépistage du cancer du sein est organisé sous plusieurs axes. Il y a des femmes qui sont des femmes à risque, qui ont un suivi un peu plus rigoureux, et il y a des femmes qui ne sont pas des femmes à risque, qui ont un suivi conventionnel, comme fait la mammographie à partir de 50 ans. Et pour reconnaître des femmes à risque, il faut remonter aux antécédents. C'est sûr qu'une femme qui a un antécédent de cancer de sein
une femme dont sa maman a fait le cancer du sein à un âge très jeune ne sera pas traitée de la même manière qu'une femme dont la maman ou dont les tantes et tout ça n'a jamais fait le cancer du sein. C'est pour ça, dans le dépistage, il y a cette notion de consultation oncogénétique. Ok. C'est-à-dire on oriente des femmes vers l'oncogénéticien qui fait des examens et qui permet de catégoriser ces femmes, des femmes qui sont plus à risque de faire le cancer du sein et tout ça. Et là, on adapte le suivi, quoi. Voilà. Donc, du coup, j'avais évoqué cette partie-là. Et je lui ai dit, mais selon les recommandations, c'est entre 50 et 75 ans la mammographie, je crois. 75 ans la mammographie. Et c'est tous les 2 ans. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions avant que je ne poursuive. Bien, bonsoir à celles qui viennent de nous rejoindre, Audrey, Axel, Djeneba. Du coup, si vous avez des questions, le docteur il a abordé les sujets. Je rappelle, le thème, c'est sur les cancers gynécologiques. Le médecin, il a abordé la thématique du cancer du col de l'utérus. Il a parlé aussi du cancer de l'endomètre. Et nous sommes sur le cancer du sein. Donc, si vous avez des questions sur ces différents types de cancers, ben, n'hésitez pas. N'hésitez pas à poser des questions. Voilà. Alors, je dis juste que le cancer du sein, ce n'est pas un cancer gynécologique proprement dit. Donc, on ne peut pas parler des cancers gynécologiques sans parler du cancer du sein. Le sein et les organes génitaux de la femme, je pense que c'est... Voilà. On peut les mettre ensemble, quoi. Tu as la parole. Tu peux poser ta question. Et bonsoir à tous, à toutes, pardon, et à tous, bien sûr. Bonsoir, docteur. Désolée pour le retard. En tout cas, moi, déjà, Axel Keke, j'ai mis en place une ONG pour la lutte contre le cancer gynécologique. Et donc, moi, ma question, c'était de savoir déjà, par rapport au cancer de l'ovaire, quels sont les moyens de dépistage qui sont mis en place en l'occurrence? Déjà, il faut savoir qu'il y a, parmi ces cancers gynécologiques, il y en a qui ne sont pas sujets au dépistage. Il y a des cancers qu'on ne dépiste pas forcément. Je pense les cancers en gynécologie, les cancers qu'on dépiste qui font partie des recommandations, c'est le cancer du col, le cancer du col, cancer du sein. D'accord? Le cancer de l'endomètre et le cancer de l'ovaire, ça ne fait pas partie systématiquement, on ne les dépiste pas systématiquement. Le cancer de l'ovaire, comment ça va se manifester? Soit vous allez consulter, comme ça, vous avez mal au ventre, vous allez consulter. Le médecin, il fait une échographie et il tombe sur un kyste. D'accord? Il tombe sur un kyste à l'écho. Et en fonction de comment le kyste est, parce que voilà, on prend plusieurs éléments ensemble pour pouvoir se faire une petite idée du kyste, la taille du kyste, son contenu, qu'est-ce qu'il y a dedans, est-ce qu'il est vascularisé. Donc, il y a tout ça qu'on met ensemble et on décide là de classer le kyste dans la catégorie de kyste peut-être malin, de kyste bénin ou de kyste intermédiaire. OK? Et après ça, on demande des marqueurs tumoraux. Il y a des marqueurs tumoraux pour chacun des cancers. D'accord? Donc, le médecin, il complète son examen par une prise de sang où il précise bien les marqueurs tumoraux du cancer de l'ovaire. Il l'envoie au labo et il peut demander aussi une IRM, une image par résonance magnétique, qui est déjà l'examen de prédilection pour dépister les cancers pelviens. Donc, échographie, IRM, marqueurs tumoraux. Donc, il met tout ça ensemble et lui et le gynéco, ils mettent tout ça ensemble et ils décident, voilà. Ils se font une idée du cancer et tout ça. Et si on ne parle pas du cancer, de la masse, et si ça les oriente potentiellement vers quelque chose de malin, ils vont faire l'intervention.
ils vont pour une intervention, ils enlèvent la masse en respectant certaines conditions et tout ça, et ils envoient à l'analyse. Et ce n'est que le médecin au laboratoire qui va analyser et qui pourra dire... vous m'entendez? Oui. Oui, bien sûr, je voilà, vous donc entends. il n'y a que le médecin qui pourra, il y a que le médecin qui pourra analyser, qui pourra dire, attention, ça, c'est vraiment un cancer de l'ovaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le diagnostic de cancer, c'est pas un diagnostic échographique. On peut avoir on peut suspecter le cancer à l'échographie, à la radio et tout ça, mais le diagnostic de cancer, c'est l'examen anatomopathologique qui nous le dit. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Je comprends bien. Vu votre explication, ce que Maintenant, je comprends... une fois... Oui. Je vais dire, vu votre explication, ce que je comprends, c'est qu'il y a vraiment une complexité par rapport même à la détection du cancer. Ah oui. Ah oui. Et donc, bien sûr. Et donc, le simple suivi gynécologique ne peut pas assurer de la détection d'un éventuel cancer gynécologique. Moi, je connais en Côte d'Ivoire une femme qui est comment on appelle ça, qui était médecin, chirurgienne même, qui a eu un cancer de l'ovaire, qui est venue se faire soigner en Europe, mais malheureusement, elle est décédée parce que ça a été détecté un peu plus tard. Et oui, justement, c'est ça le problème. Quand c'est détecté tard, les chances de suivi sont réduites. Pour le cancer, oui, pour le cancer de l'ovaire, oui. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. La détection même de la maladie, le processus est tellement long. C'est pas comme un cancer du col de l'utérus où tu fais un frottis. En fonction du frottis, il y a une autre. Oui. Malheureusement, c'est ça, oui. Mais quand c'est détecté tôt, ça peut bien se soigner. Mais comment faire pour qu'on puisse détecter ça tôt, c'est ça? Parce que tu peux faire, normalement, elle est médecin, elle est chirurgienne, donc on suppose tous que cette dame-là se fait, chaque année, se fait consulter, elle se fait suivre. Donc si ça a été détecté tard, c'est qu'il y a un problème. Ce qui veut dire que nous, même qui sommes, je le dis, mais nous tous même qui sommes ici, on ne sait jamais. Oui, mais c'est pour ça qu'il est important d'avoir un bon dossier de suivi et de bien renseigner ses antécédents. Parce que comme je l'ai dit, il y a la consultation oncogénétique qui peut aider à prévenir beaucoup de choses. Si vous avez par exemple dans votre entourage ou dans votre famille, votre tante, votre maman, votre papa et tout ça qui a fait deux ou voilà, plusieurs personnes dans votre famille qui ont fait des cancers, mais ça mérite une exploration, même si vous n'avez aucun signe. Ah bon? Parce que il y a un côté, attends, j'essaie de lire en même temps un commentaire qui est écrit là. Il y a un côté de la prévention qui permet d'enlever les ovaires avant que le cancer ne se déclare. Il y a des patientes qui ont des mutations de gènes qui les exposent à des cancers. Il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome de Leach, par exemple. Il y a le syndrome de Leach qui rend, c'est un syndrome qui rend les femmes un peu vulnérables au cancer. Okay. Mais là, pour savoir que tu as un syndrome de Leach, il faut faire une constatation oncogénétique. Il faut que tu saches que dans ta famille, telle ou telle personne ont fait tel cancer. Mais si par exemple une personne qui a eu sa mère qui est décédée d'un cancer et qui fait un suivi gynécologique normal chaque année ou chaque régulier et qui dit à son gynécologue que voilà, ma mère est décédée de tel cancer, mais que ce gynécologue ne te dit pas que tu dois faire un suivi oncologique, qu'est-ce que toi tu fais? Parce que tu vas pas où tu vas apprendre cette information si ce n'est pas chez lui. Donc je veux dire que même dans le monde médical, même le gynécologue, même désolé si je peux le dire, mais apparemment ils sont pas formés, mais ils sont pas informés pour informer. Non. Mais ça... c'est vrai. Ah mais c'est vrai. Tout à fait d'accord avec elle, ça peut arriver. En tout cas, des fois on est surpris que les gens ne soient pas suffisamment curieux aussi pour se mettre à jouer. Ce qu'elle dit est réel. Oui, c'est vrai.
Je suis d'accord, mais c'est pas. Faut pas comparer. Un suivi oncologique, je n'ai jamais entendu ça. Lorsque, par exemple, dans ta famille, il y a 2 ou 3 personnes qui ont eu, j'ai jamais entendu ça. Pourtant, je suis en train de mettre en place une ONG pour lutter contre les cancers. Ah oui, si. J'ai jamais entendu ça. Et je discute même avec des bien sûr. Des professeurs, des personnes qui opèrent des femmes qui souffrent de cancer du col de l'utérus et comme ça. J'ai jamais entendu ça, si c'est pas aujourd'hui. En tout cas, merci Nara pour l'afterwork. Mais de rien. Faites-vous plaisir. Profitons. Donc, les gynécologues, il faut qu'ils fassent. En fait, ce qu'il faut retenir dans ça, c'est que le cancer de l'ovaire n'est pas inscrit. Il n'y a pas de dépistage pour le cancer de l'ovaire, en fait. Ce que moi je conseille aux femmes, même si vous n'avez rien et tout ça, passez quand même voir le gynéco une fois tous les ans. Une fois tous les ans, voilà. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a le cancer du vagin, il y a le cancer de la vulve, il y a tous ces cancers qui existent. Mais c'est trop vaste, on ne va pas rentrer dans tous ces détails et tout ça. Mais à cet âge-là, on a tout le temps des cancers partout. Ça fait peur. Moi, mon gynéco m'a dit pareil que ce que le docteur est en train de dire. La dame, en fait, elle m'a dit qu'une fois par an, tu viens faire des check-ups. En France, ça ne coûte pas grand-chose. Et c'est ce que je fais. Tous les ans, tous les 2 ans. Oui. Moi, par exemple, je fais des check-ups chaque année. Pour mon cas, je fais des... Supposons. Mais on ne m'a pas dit que parce que tu as dans ta famille proche, il y a 2 personnes, 3 personnes qui ont eu le cancer, il faut faire un suivi. On ne m'a pas dit ça. Non, mais attends, je ne dis pas forcément qu'il faut, parce que tu as 1 ou 2 personnes qui ont eu le cancer, qu'il faut forcément faire une consultation génétique, mais ça, c'est des situations qui nous donnent des tics, nous, en tant que médecins, en fait. Oui, mais on m'a pas dit ça. C'est ce que je suis en train de dire. Surtout pour le cancer du sein, surtout si le cancer est survenu à un âge très jeune. En fait, il y a un score. On a un score qu'on calcule en fonction des antécédents de la femme, du type de cancer qu'elle a fait. Il y a un score qu'on calcule. Et en fonction du score, on décide, cette patiente, elle va avoir l'oncogénéticienne. Donc, l'oncogénéticien ou l'oncogénéticienne va la voir, approfondir l'interrogatoire et tout ça et demander des examens ciblés. Par exemple, pour dépister le syndrome de Lynch, mais il faut aller chercher le gène du syndrome de Lynch. Donc, pour dépister des mutations des gènes, je ne vais pas donner tous ces détails, mais pour dépister des mutations des gènes, il faut demander les examens qu'il faut. Et tout ça, ça fait partie des moyens de prévention. Et il y a des femmes qui sont tellement à risque de faire le cancer de l'ovaire qu'on dit, cette dame, on va lui enlever ses ovaires avant que le cancer ne vienne. Parce qu'on sait qu'à 90%, 95%, elle fera le cancer de l'ovaire ou cancer du sein. Vous voyez un petit peu? Oui, c'est clair. Voilà. En tout cas, merci pour cet afterwork. Vous nous avez fait peur quand même si on sait qu'on doit faire des check-ups. Mais je tiens à souligner que ça participe aussi de nous faire rendre compte qu'on doit quand même faire attention à notre santé en tant que femme. Mais c'est important d'en parler. Sûr. Merci beaucoup. J'ai oublié de dire, d'ajouter une chose. Quand on parle du cancer du col, quand on parle d'HPV, mais on parle aussi indirectement du cancer de la gorge, du cancer de l'anus. Ça, c'est vrai. Parce que l'HPV, si on le transmet par rapport sexuel, mais les rapports sexuels, ça veut dire beaucoup de choses en fonction des pratiques. Mais tu peux choper le cancer de la gorge, le cancer de l'anus. Donc c'est pour ça qu'on fait pas tout avec n'importe qui. Tout à fait. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu. Ah, on a bien compris. Ah, voilà. Okay. Johanna, tu as levé ta main, tu as une question? Si tu as une question, vas-y. Alors, ce n'est pas une question, c'est juste pour participer à l'échange. Moi, j'ai eu un médecin qui m'avait donné un conseil, du moins c'était un dentiste, qui m'avait dit, Madame, un conseil,
vous pouvez vous offrir, pour ne pas oublier notre check-up à votre anniversaire, offrez-vous un rendez-vous chez le dentiste et un rendez-vous chez le gynéco. Comme ça, on n'oublie pas, d'une part. Et une deuxième chose que je veux souligner, c'est que effectivement, Allô? Allô? Je vous entends. Ça coupe un petit peu là. Je ne sais pas si c'est à mon niveau ou je sais. Au niveau de Johanna. C'est bon pour tout le monde. Bien. Voilà. Pour avoir le fameux c'est bon, là. passage chez l'oncogénéticien, c'est comme ça que vous... En fait, il faudrait déjà avoir une idée de l'historique familial. Et il faut dire les choses aussi. Dans la communauté afro, c'est très difficile d'entendre nos parents, nos oncles, nos tantes de parler ouvertement de la maladie. Ça, c'est quelque chose... Moi, j'ai entendu parler de 2 tantes qui ont eu des cancers du sein, mais ça n'a jamais été dit ouvertement. Je ne sais pas exactement à quel âge ils ont eu ces cancers, mais voilà, j'ai traîné l'oreille quelque part et voilà, je suis suivie depuis. Mais malheureusement, dans toutes les familles, il y a des fois cette loi du silence où on sait que tante un tel, elle a un truc, mais on ne dit pas de quoi il s'agit exactement. Et ça, je pense qu'il faudra que les gens arrivent à dédramatiser. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas grave, un cancer. Je dis juste que c'est bien de pouvoir en parler dans la famille pour que les autres femmes, les autres membres de la famille puissent pouvoir travailler justement sur la prévention et permettre que quand on aille consulter, on puisse faciliter le travail du soignant, quoi. Oui, effectivement. Voilà. Et je suis allé sur Internet un petit peu pour étayer un peu ce que j'avais dit là. Et je vais vous lire un petit peu ce qui est écrit là. Alors, quelles sont les personnes qui doivent avoir une consultation d'oncogénétique? Là, c'est écrit. En France, le diagnostic des prédispositions au cancer est piloté par un dispositif national d'oncogénétique. Il existe environ 150 sites de consultation répartis sur le territoire. Plusieurs éléments peuvent être de bons indicateurs pour demander une consultation d'oncogénétique. Le nombre de cancers de sein chez les apparentés du premier degré et deuxième degré dans la même branche parentale. L'âge précoce de survenue du cancer du sein avant 40 ans. L'atteinte mammaire bilatérale simultanée ou décalée. La présence dans la famille de cancer des ovaires. La présence dans la famille de cancer de sein chez l'homme, parce que l'homme aussi peut avoir le cancer du sein. C'est ce que beaucoup d'hommes oublient. Mais l'homme aussi, peut avoir le cancer du sein. Donc voilà un petit peu les conditions qu'il faut plus ou moins remplir pour bénéficier d'une consultation oncogénétique. Et ça fait partie des moyens de prévention aussi. Ok. On apprend beaucoup. Et encore, il faut que Tantine puisse nous dire que son cancer était dans les 2 seins. À quel âge elle a eu son cancer? Ben oui, parce que Tantine, elle se cache, elle veut pas dire, elle fait son traitement en bis-bis. Oui, mais Johanna, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes. Il y a des personnes qui peuvent avoir toutes ces informations, mais qui ne savent pas que ça indique une constatation oncogénétique. Bon, c'est vrai, c'est le rôle du médecin. Les moments, elle ne communique pas. Tu vas lui demander, mais qu'est-ce que tu as? Même si moi, je viens vous voir, docteur. Personne ne parle. Tu demandes, oui. Je viens vous voir aujourd'hui. Je vous dis, en fait, il y a eu des cancers dans ma famille, mais je ne sais pas. Alors, ce sont des tantes de ma mère. Donc, vous imaginez, on n'est même plus sur le premier degré. Je ne sais pas à quel âge elles ont eu ce cancer. Si c'était sur un sein, sur 2 seins, est-ce qu'elles ont eu des mastectomies ou pas? Voilà, en fait, vous nous donnez des éléments importants et on se rend compte que comme il n'y a pas cette communication dans la famille ou même entre femmes, c'est-à-dire qu'on se voit en repas de famille, on entend tante un tel elle est malade, mais on ne sait pas exactement quoi. Et on n'en parle pas. Et on n'en parle pas, on doit éviter d'en parler.
Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est pour ça que je dis, il y a le travail n'est pas évident. Il y a encore beaucoup à faire. Voilà, c'est-à-dire que même vous, quand vous recevez les fameuses tantines en question, essayez de leur dire que c'est important que dans les jeunes générations, que vos nièces, dans vos familles, il faut en parler. Déjà, moi, je veux juste savoir une chose. Moi, il y a une question. Moi, je veux juste que tu puisses parler après. Qui a la parole? Karine. Bonsoir à tous. Déjà, merci pour ce direct. Alors, moi, je voulais un peu répondre à Johanna. Je sais que je suis pas le médecin, mais je me mets un peu à la place de ces tontines qui ont ce genre de maladie. Après, c'est bien de dire qu'elles ne s'expriment pas vraiment sur ce sujet, mais il y a le revers de la médaille aussi qu'il ne faut pas oublier, parce que dans nos sociétés, ce genre de maladie ou même des maladies, des fois, ça peut être sujet de moquerie ou de trucs. Les gens aussi ont certaines sensibilités par rapport à ça. Elle ne va pas mettre, elle ne va pas exprimer sur tous les toits qu'elle est malade. Excuse-moi de te couper la parole. Déjà, avant d'accuser les tantines et tout ça qui ne parlent pas beaucoup, moi, je voudrais savoir, parmi celles qui sont là, qui sont celles qui sont déjà vaccinées contre l'HPV? Est-ce qu'il y en a qui sont vaccinées contre l'HPV? Ah non, vieille. On n'a pas fait le vaccin parce qu'on a peur de ça. Moi, en tout cas, l'histoire de venir injecter des choses là, j'ai déjà une fille, j'ai déjà dit non. Parce que moi-même, je n'étais pas convaincue. Voilà. Donc, je suis entre la France et la Côte d'Ivoire. C'est pour vous dire que même moi, intellectuelle, j'ai du mal parce qu'on ne me donne pas forcément tous les outils pour être convaincue de ce vaccin. Donc, allez-y dire ça à une maman ou bien une tantine pour avoir le vaccin. En tout cas, la communication dessus n'est pas vraiment passée. Oui, mais moi, au fait moi, je ne comprends pas ce ou celle. Voilà, ok, bon, c'est déjà bien ça. Là, tu es en deuxième catégorie. Là. Moi, c'est mon dépistage. Oui, on peut faire le dépistage, mais le vaccin, on ne va pas le faire. C'est mon problème, ça. Ça dépend de l'âge. Là, on n'a pas... Voilà. Nous, on peut faire. Hein. Il ne faut pas avoir... Le médecin l'expliquait. À cet âge-là, on peut toujours faire le vaccin du HPV papillomavirus. Oui, on peut toujours faire le vaccin à n'importe quel âge. Ah bon? Je ne pas cette information. Oui. Ah bon? Sauf que ça ne sera pas remboursé. Mais ça ne sera pas remboursé. Sinon, tu peux le faire. Ouais. Vraiment, je disais tout à l'heure que le gynécologue ne t'informe pas. Parce que normalement, c'est sur le gynécologue, il te dit donc, bon, après 25 ans, il faut commencer à vacciner votre fille lorsqu'elle aura 9 ans. Pour vous, c'est juste faire un frottis. Alors qu'on vient de me dire aujourd'hui que je peux toujours le faire. Si, tu peux te vacciner. C'est ce que je disais tantôt. Au fait, chaque pays essaie d'élaborer sa politique sanitaire en fonction de ses moyens. Je pense qu'en France, la Haute Autorité de Santé a décidé qu'entre 11 et 13 ans, 14 et 19 ans, il faut se faire vacciner. Ils ont décidé ça et c'est remboursé. Parce que peut-être là, pour le moment, c'est ça qui les arrange, ça leur coûte moins cher. Ça, je peux comprendre. Mais le papillomavirus, ça ne nous donne pas une immunité. Et il y a plusieurs types de papillomavirus. Donc, tu peux contracter le papillomavirus aujourd'hui, l'éliminer dans 1 an, 2 ans, et peut-être le contracter encore. Donc, pour moi, on peut se faire vacciner à n'importe quel âge. Ouais. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas de débat par rapport à ça. Pour être un peu plus concret, étant en France, étant en Île-de-France, je peux aller dans n'importe quel centre et me faire vacciner. Oui, tu demandes l'ordonnance à ton gynéco ou même à la pharmacie, ils peuvent te vacciner. Mais après 19 ans, après 20 ans, tu payes en tout cas. Je pense que le vaccin, il fait 120 ou 130 €. Et là, tu dois avoir 3 doses, ça doit te faire dans les 300 ou 400 € comme ça. Mais c'est rien. Quand tu as une voiture, pour changer le pneu, les 4 pneus que tu changes, ça te coûte plus de 500-600 €.
Docteur, on n'a pas de voiture, nous, on est en Île-de-France. On paye déjà le pass Navigo. Mais pas seulement voiture, il y a plein d'autres choses. Surtout vous les femmes, là, pour changer vos maquillages, vos trucs, là, ça vous coûte plus que ça, non? Ça veut dire on va pas se coiffer pendant quelques mois, là. Oui. D'accord, voilà un peu. Je pense qu'on a dit l'essentiel. Hein. Ah oui, j'ai oublié d'ajouter une chose. Il faut savoir que la cigarette n'aide pas beaucoup à éliminer le papillomavirus. C'est-à-dire quand vous fumez, sachez que vous pouvez garder le papillomavirus longtemps. Je voulais savoir, même pour le tabagisme passif, parce que nous, on subit, mais on ne fume pas, mais on subit seulement, quoi. Passif, je ne pense pas, mais je parle vraiment du tabagisme actif, quoi. Okay. Surtout pour les verrues, pour ce qu'on appelle les condylomes. Parce que vous savez que les condylomes sont dus au papillomavirus, ça vous le savez. On ne savait pas, c'est pas tout le monde qui sait. Oui, mais les verrues, c'est les petits trucs là qu'on appelle condylomes, mais c'est essentiellement dû au papillomavirus. Hein. Voilà. Vous avez parlé de quoi tout à l'heure? J'ai pas bien compris les condylomes. C'est quoi en fait? Condylomes, les verrues. Condylomes. Attendez. C'est des signes qui apparaissent sur le corps, c'est ça? Oui, au niveau de la vulve, ça peut apparaître partout. Donc faites vos frottis. Si le frottis n'est pas bon, on peut faire une colposcopie. Quand le frottis n'est pas bon, le médecin fait une colposcopie. Et c'est quoi une colposcopie? C'est-à-dire on va regarder le col avec une grande loupe, avec une loupe, en appliquant 2 solutions. Et le col réagit en fonction de comment il est. Il réagit et le médecin il prend la loupe, il regarde et il fait des prélèvements au besoin. Ok. Voilà un peu. Mariam, bonsoir. C'est qui vient d'arriver. Je rappelle, le thème, c'est des cancers gynécologiques. Donc, on a abordé les types de cancers gynécologiques de façon générale. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Ou celles qui viennent de nous. Après, je vous donne tous ces éléments et tout parce que, je ne sais pas, peut-être si j'étais resté dans mon coin, j'aurais pas peut-être eu toutes ces informations et tout. Mais il faut savoir aussi qu'en tant que médecin et tout ça, les choses évoluent. Tu es toujours comme un étudiant, en fait. Tu continues d'apprendre et tout ça parce que dans la spécialité même, il y a des sous-spécialités. Il y a ce qu'on appelle des DU qu'on fait de temps en temps, c'est-à-dire ce sont des diplômes interuniversitaires qu'on fait et qui est essentiellement axé sur telle ou telle chose. Moi, je suis un peu plus à l'aise à parler du cancer du col et tout ça parce que j'ai fait le diplôme qui porte sur le cancer du col, ce qu'on appelle le diplôme de colposcopie, par exemple. Où là, sur une ou 2 semaines, on vous parle que du col, que du cancer du col, matin, midi, soir. Et vous finissez et vous sortez avec un diplôme. En plus de votre diplôme de gynécologie. Pareil en échographie. Pareil, voilà, c'est comme ça, c'est organisé dans les pays comme la France. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle la formation continue. Parce que tout ce que moi je vous ai dit aujourd'hui peut s'avérer être faux dans 10 ans. Parce que les choses évoluent. Hein. Les choses évoluent et il faut se mettre à jour. C'est comme ça, dans tous les domaines d'ailleurs. Ouais. Donc voilà, ne tapez pas trop sur... je sais que tout médecin est bon médecin. Hein. Tout médecin est bon médecin, là. On prend ça avec des pincettes. Ah oui. Donc on tape pas trop sur les cantines et on tape pas trop sur les médecins, c'est ça? En résumé. Non, j'ai pas dit ça, mais bon, non, j'ai pas dit ça. Hein. Je rigole. Alors, non, j'essaie de voir si j'ai pas oublié
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions concernant le thème du jour, le cancer gynécologique? Merci encore à vous pour ce numéro de ce jeudi, After Work de ce jeudi. Et pour rappel, le jeudi prochain, ça sera vraiment sur les SOPK. On va vraiment aborder tout ce qu'il faut éviter. Donc, merci. C'est quoi les SOPK? C'est quoi les SOPK? Syndrome d'ovaire. C'est le syndrome des ovaires polykystiques. Merci. Donc, merci à vous. Vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, docteur, je te laisse faire la conclusion. Oui. Alors, en conclusion, qu'est-ce que je dirais? Vous aurez peut-être remarqué que cette session a parlé des cancers gynécologiques, oui, mais je me suis beaucoup appesanti sur le cancer du col. Je me suis beaucoup appesanti sur ça parce que pour moi, c'est aberrant qu'autant de femmes meurent encore du cancer du col. Un cancer qu'on peut voir parce que le col il est accessible, on le voit à l'œil nu. Moi, c'est aberrant. Je comprends pas qu'il y ait des femmes qui à 30 ans, 32 ans, 35 ans puissent pas avoir fait un frottis. D'accord? Donc faites-vous dépister, faites-vous vacciner surtout. Et passez le message autour de vous. Le cancer gynécologique, ça existe, c'est une réalité. Ça peut toucher le col, l'endomètre à la ménopause, les ovaires, même les trompes peuvent être touchées. C'est des cancers un peu rares, mais ça existe. La vulve peut être touchée, le vagin peut être touché. Et le cancer du col, c'est un cancer sexuellement transmissible. Le cancer n'est pas... Voilà. Bref, c'est un abus de langage, mais sachez que essentiellement, il est dû au human papillomavirus qui est sexuellement transmissible. Et pas que, mais par des simples contacts et tout ça. Et le pire, c'est que le préservatif ne protège pas contre une contamination d'HPV. Parce que les muqueuses, en se touchant, on peut choper l'HPV. En allant à la piscine, sous la douche, on peut choper l'HPV. C'est pour ça qu'on ne fait pas de distinction pour le dépistage. On ne dit pas, cette femme, elle est sérieuse, voilà, on ne lui fait pas le dépistage. Non, à partir de 25 ans, dépistage pour toutes les femmes jusqu'à 65 ans. Point final. Et vaccination à tout âge possible. Voilà. En tout cas, merci docteur pour ce message. Merci pour tes conseils, tes précieux conseils. Franchement, on apprend beaucoup. Et pour rappel, je vous dis, ACEL, elle est une ONG donc de lutte contre le cancer du col de l'utérus. Et il y a aussi Madame Janine Tanobian qui est une dame qui lutte beaucoup pour les droits de la femme. Donc, n'hésitez pas pour le contact. Moi, je peux vous filer certains contacts. Et à docteur aussi, Doumbia qui est là. Donc, pour tous ceux qui sont dans le domaine, c'est aussi le réseau. Hein. Merci beaucoup. Bien sûr. Voilà. Et puis, on se dit à jeudi prochain pour le thème du syndrome des ovaires polykystiques. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Ciao. Au revoir. Ciao. Au revoir.